Mon mari m'a envoyé un texto de Marrakech, je me suis enfui avec ta meilleure amie. Nous ne reviendrons jamais, jamais. J'ai répondu, bonne chance. J'ai annulé toutes les cartes et changé toutes les serrures. Le lendemain matin. La police a frappé à ma porte. À 2h07, un mardi matin, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec un message qui a détruit 23 ans de mariage en moins de 15 mots. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas une arnaque. C'était mon mari. Je me suis enfui avec ta meilleure amie. Nous ne reviendrons jamais. Il y avait une photo jointe. Tous les deux, pieds nus sur une plage de Marrakech, des coupes de champagne levées vers l'objectif comme s'ils venaient de gagner au loto. Mon mari souriait plus largement que je ne l'avais vu sourire depuis des années. Ma meilleure amie se penchait contre lui, portant le collier que je lui avais offert pour son 45e anniversaire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai répondu par 2 mots seulement. Bonne chance. Puis j'ai annulé toutes les cartes, changé toutes les serrures et je me suis tranquillement couché. Le lendemain matin, les premières personnes à frapper à ma porte n'étaient ni mon mari ni mon ancienne meilleure amie. C'était la police. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 45 ans et, jusqu'à ce mardi, je croyais savoir exactement à quoi ressemblait ma vie. Je travaillais comme comptable principal pour une entreprise de logistique régionale près de Lyon. Mes journées tournaient autour des feuilles de calcul, des rapports trimestriels et de l'aide aux propriétaires de petites entreprises pour démêler des désastres financiers. Les chiffres mentent rarement. Les gens, si. Ironiquement, j'avais oublié cette dernière leçon au sein de ma propre maison. Notre maison en briques se trouvait au bout d'une impasse tranquille bordée d'érables qui prenaient de magnifiques teintes orangées chaque automne. Les enfants faisaient du vélo le soir. Les voisins se saluaient en promenant leurs chiens. Ce n'était pas un quartier riche, mais c'était paisible, et chaque mensualité du prêt immobilier avait été payée à temps parce que j'insistais pour planifier nos finances avec soin. La maison était légalement à moi. La plupart des gens l'ignoraient. Quand Étienne et moi nous sommes mariés 23 ans plus tôt, ma grand-mère m'avait aidé à acheter la propriété avant le mariage. Plus tard, Étienne a emménagé après notre mariage. Nous avons rénové ensemble. Nous avons construit des souvenirs ensemble. Mais légalement, l'acte de propriété n'a jamais changé. Pas plus que les comptes d'investissement que mon père m'avait laissés à sa mort. Ces décisions n'avaient jamais eu d'importance auparavant, jusqu'à ce qu'elles comptent plus que tout. Étienne Fournier avait 48 ans, charmant quand il le voulait, assez drôle pour se faire apprécier et assez persuasif pour convaincre les gens que chaque revers était temporaire. Il possédait une petite entreprise de construction qui avait bien marché pendant des années avant que les projets ne commencent à se raréfier. Chaque fois que l'argent devenait un problème, je couvrais la différence. Je me disais que c'était ça, le mariage. On se soutenait mutuellement. C'est du moins ce que je croyais. Chloé Moreau était mon amie la plus proche depuis l'université. Nous avions survécu ensemble à des appartements terribles, des professeurs impossibles, des cœurs brisés, des mariages, des fausses couches, des promotions, des funérailles, des anniversaires et chaque mardi ordinaire entre-temps. Elle connaissait tous les secrets que j'avais jamais confiés à un autre être humain. Quand Étienne oubliait notre anniversaire, Chloé le lui rappelait. Quand j'étais débordé au travail, Chloé apportait le dîner. Quand ma mère est morte, Chloé est restée dans ma chambre d'amis pendant près d'une semaine. Elle n'était pas seulement de la famille. Elle me semblait plus sûre que la famille, ce qui expliquait pourquoi la photo de Marrakech faisait plus mal que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai fixé l'image pendant près d'une minute après avoir répondu. Pas parce que j'espérais que ce n'était pas réel, mais parce que je remarquais des détails. Le bracelet de l'hôtel au poignet d'Étienne, les lunettes de soleil coûteuses que portait Chloé, l'océan derrière eux, le champagne. Rien de tout cela n'avait été payé avec leur argent. C'était impossible. Je savais exactement combien il restait sur le compte professionnel d'Étienne. Je savais exactement quelle carte de crédit ils avaient. Je savais aussi quelle carte était liée à mes comptes. Cette prise de conscience s'est abattue sur moi comme une pluie froide. J'ai ouvert mon application bancaire. 3 cartes de crédit secondaires apparaissaient sous mon compte principal. La mienne. Celle d'Étienne. La carte d'urgence de Chloé. Des années plus tôt, Chloé en avait emprunté une lors d'un voyage à l'étranger après s'être fait voler son portefeuille. Elle l'avait finalement rendu,
mais j'avais oublié de supprimer son autorisation car elle ne l'avait plus jamais utilisée. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai ouvert l'historique des transactions. Hôtel Riviera Marrakech, dîner dans un complexe de luxe, location de yacht privé, boutique de créateurs, spa, des milliers d'euros, dépenses après dépenses. Mon pouls ne s'est jamais accéléré. Au contraire, il a ralenti. Cela m'a plus effrayé que la panique ne l'aurait fait, car quand je deviens complètement calme, je prends généralement des décisions permanentes. J'ai appelé la société de carte de crédit. Bonsoir, a répondu joyeusement l'opératrice. Je dois annuler immédiatement toutes les cartes secondaires. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que les utilisateurs autorisés n'ont plus mon autorisation. Elle a traité la demande en moins de 5 minutes. Chaque carte est devenue inutilisable. Ensuite, ce fut le tour des services bancaires en ligne, des mots de passe, des questions de sécurité, de l'authentification à 2 facteurs, des autorisations de virement. J'ai tout changé. Puis j'ai cherché un serrurier ouvert 24h24. Le standardiste a semblé surpris. Vous avez besoin de faire changer toutes les serrures ce soir? Absolument toutes. 1 heure plus tard, une camionnette grise s'est garée dans mon allée. Le serrurier avait probablement 60 ans, les yeux fatigués et les mains rugueuses. Il a regardé la maison, puis moi. Tout va bien, madame? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. Il n'a plus posé de questions. Pendant près de 2 heures, le bruit des perceuses a résonné dans mon quartier tranquille. Porte d'entrée, entrée du garage, porte-fenêtre du patio, entrée du sous-sol. Chaque ancienne serrure a disparu dans un seau à côté de sa camionnette. Chaque nouvelle clé a atterri dans ma paume. Quand il a terminé, il m'a remis 3 exemplaires. Vous voulez des doubles? Non. Vous êtes sûr? Je ne pense pas que je ferai confiance à beaucoup de gens après ce soir. Il a hoché la tête avec le genre de compréhension qui ne vient que de quelqu'un qui a vu trop de mariages se terminer. Après son départ, j'ai traversé la maison silencieuse. Rien ne semblait différent. Les photos étaient toujours sur les murs. Le fauteuil de lecture d'Étienne était toujours à côté de la cheminée. La tasse de café préférée de Chloé était toujours dans mon placard de cuisine parce qu'elle avait pratiquement vécu ici pendant la saison de football. Pourtant, la maison semblait différente, plus légère, comme si elle appartenait enfin à la personne dont le nom avait toujours été sur les papiers. J'ai dormi près de 6 heures sans interruption. Cela m'a surprise. Je m'attendais à des cauchemars. Au lieu de cela, l'épuisement a gagné. À exactement 7h18 le mercredi matin, des coups violents ont fait vibrer la porte d'entrée. Pas des coups légers, des coups sourds. 3 coups lourds, puis un autre. J'ai enfilé ma robe de chambre et me suis dirigé calmement vers l'entrée. Pendant une brève seconde, j'ai supposé qu'Étienne avait découvert que ses cartes ne fonctionnaient plus. Peut-être était-il rentré en colère. Peut-être était-il venu supplier. Peut-être les deux. J'ai regardé par le Judas. 2 policiers en uniforme se tenaient sur mon porche, un plus âgé, un plus jeune. Aucun ne semblait en colère, mais tous 2 avaient l'air sérieux. J'ai déverrouillé le nouveau pen dormant, laissant la chaîne de sécurité en place. L'officier plus âgé a retiré son képi. Bonjour, madame. Bonjour. Êtes-vous Amélie Dubois? Oui. Il a échangé un regard avec son partenaire avant de reprendre la parole. Madame Dubois, nous avons reçu une plainte de votre mari. Il a fait une pause. Et nous devons vous poser quelques questions. L'officier plus âgé a attendu patiemment que j'enlève la chaîne de sécurité et que j'ouvre complètement la porte. Je suis l'inspecteur Martin, dit-il en tendant la main. Et voici le brigadier Chevalier. J'ai serré leurs 2 mains. Voulez-vous entrer? Nous vous en serions reconnaissants. Leurs yeux ont balayé brièvement l'entrée. Ils ont remarqué le pen dormant fraîchement posé, le couloir propre et probablement la légère odeur de sueur laissée par le serrurier. Aucun n'a fait de commentaire. Je les ai conduits dans le salon où la lumière du soleil matinal se déversait par la baie vitrée sur le parquet qu'Étienne et moi avions refait ensemble près de 15 ans plus tôt. Un instant, je me suis souvenu de lui riant alors qu'il avait accidentellement éclaboussé de la teinture sur son jean. Le souvenir a disparu aussi vite qu'il était venu. L'inspecteur Martin est resté debout.
Je crains que votre mari n'ait contacté les autorités locales tôt ce matin. Il prétend que vous l'avez empêché d'entrer dans la résidence conjugale, que vous avez gelé son accès aux finances familiales et que vous avez pris illégalement le contrôle d'actifs détenus conjointement. Son ton n'était pas accusateur. Il était procédural. J'ai croisé les mains calmement. Je vois. Le brigadier Chevalier a étudié mon visage. Vous n'avez pas l'air surprise. Je ne le suis pas. L'inspecteur Martin a continué. Monsieur Fournier dit qu'il a tenté d'acheter des billets d'avion pour rentrer ce matin, mais que toutes ses cartes de crédit ont été refusées. Il prétend également que vous avez vidé les comptes. Je n'ai rien vidé du tout. Donc, vous avez bien annulé les cartes? Oui. L'inspecteur Martin a hoché lentement la tête. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Au lieu de répondre immédiatement, je suis allé dans mon bureau. J'avais toujours cru que les conversations importantes méritaient des documents, pas des émotions. Dans un classeur gris se trouvaient des dossiers soigneusement étiquetés et classés par ordre alphabétique. Maison, assurance, retraite, propriété, banque. Je suis revenu avec 3 dossiers et les ai posés soigneusement sur la table de la salle à manger. Le brigadier Chevalier a échangé un autre regard avec son partenaire. Je pensais que vous poseriez des questions, ai-je dit. L'inspecteur Martin a ouvert le premier dossier. L'acte de propriété. Ses sourcils se sont légèrement levés. Cette maison m'appartient. Il a lu la date. Achetée 6 mois avant votre mariage. Correct. Étage M. Fournier n'a jamais été ajouté au titre de propriété. Non. Le brigadier Chevalier a lu discrètement par-dessus son épaule. Aucun des 2 officiers n'a rien dit pendant plusieurs secondes. L'inspecteur Martin a refermé le dossier. Monsieur Fournier a décrit cela comme notre maison. C'était notre foyer, ai-je choisi mes mots avec soin. Légalement, ce n'est pas toujours la même chose. Le deuxième dossier contenait les relevés de placement, les comptes de retraite et les documents de bénéficiaires. Tout était antérieur à mon mariage. Tout était resté à mon nom. Le brigadier Chevalier a finalement pris la parole. Donc, ces comptes vous appartiennent également. Ce ne sont pas des comptes joints. Non. Et les cartes de crédit? Elles sont rattachées à mes comptes. Étienne avait une carte d'utilisateur autorisée. L'inspecteur Martin s'est légèrement penché en arrière. Donc, les annuler était mon droit légal. Il a hoché la tête une fois. Je crois que oui. Le silence s'est installé dans la pièce. Dehors, quelqu'un poussait une poussette le long du trottoir. Une tondeuse à gazon a démarré quelque part dans la rue. Des bruits ordinaires d'un mercredi matin. Dans ma salle à manger, 23 ans de mariage étaient tranquillement réduits à des papiers. L'inspecteur Martin a refermé le dernier dossier. Madame Dubois, puis-je vous demander ce qui s'est passé? J'ai attrapé mon téléphone. Sans dire un mot, j'ai ouvert le message qu'Étienne m'avait envoyé 8 heures plus tôt. Puis je le leur ai tendu. L'inspecteur Martin a ajusté ses lunettes de lecture. Le brigadier Chevalier s'est penché plus près. Aucun des 2 officiers n'a parlé pendant qu'il lisait. La photo est restée à l'écran. Étienne. Chloé. Champagne. Marrakech. Finalement, le brigadier Chevalier a expiré doucement. Donc, il avait l'air presque embarrassé. Ils vous ont vraiment envoyé ça à 2 heures du matin. L'inspecteur Martin a rendu le téléphone. Je comprends pourquoi vous avez changé les serrures. J'ai offert un petit sourire. Je pensais que vous comprendriez. Il a hésité. Monsieur Fournier a omis de mentionner cette partie. J'en suis sûr. L'officier plus âgé a de nouveau regardé la pièce. Vous a-t-il déjà menacé? Non. Est-il déjà devenu violent? Non. Alors pourquoi changer toutes les serrures au lieu de simplement lui demander de ne pas rentrer? J'ai regardé vers la porte d'entrée. Parce qu'il m'avait déjà dit qu'il ne rentrerait pas. L'inspecteur Martin a hoché lentement la tête. Argument valable. Le brigadier Chevalier s'est agité sur sa chaise. Et l'argent? Il insiste sur le fait que vous avez vidé les comptes. Je n'ai rien transféré d'aucun compte qui lui appartenait. Vous avez seulement supprimé l'accès? Exactement.
Cela vous dérangerait-il de nous montrer? Je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne. L'écran s'est rempli de soldes. Transactions. Utilisateurs autorisés. Le brigadier chevalier a regardé tranquillement. Tout était encore là. Rien n'avait disparu. L'inspecteur Martin a montré l'historique des transactions. Pourriez-vous remonter? Je l'ai fait. Frais d'hôtel, restaurant, shopping de luxe, service de spa, excursion en bateau. Chaque dépense avait eu lieu à Marrakech. Chaque dépense avait été débitée sur des cartes secondaires liées à mon compte principal. Le brigadier chevalier a froncé les sourcils. Quand est-ce que ça a commencé? J'ai continué à faire défiler. Lundi après-midi, lundi soir, mardi matin, mardi après-midi. Les dépenses avaient commencé avant même qu'Étienne n'envoie son message dramatique, comme s'il avait supposé que je ne le remarquerais jamais. L'inspecteur Martin s'est frotté le menton. On dirait qu'il s'amusait bien. Je suppose. Puis quelque chose a attiré mon attention. Un virement. 7 000 €. Bénéficiaire inconnu. L'horodatage indiquait 3 semaines plus tôt. J'ai froncé les sourcils. C'est étrange. L'inspecteur Martin a levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens pas avoir autorisé ça. J'ai cliqué. Un autre virement est apparu. 5 000 €. Puis un autre. 4 000 €. Date différente, montant différent. Toujours approuvé électroniquement. Toujours depuis mon compte. Une pression froide s'est installée sur ma poitrine. Je suis désolé. Je me suis penché plus près de l'écran. Je n'ai jamais vu ça. Le brigadier chevalier s'est placé à côté de moi. Vous ne les avez pas faits? Non. Mes instincts de comptable ont immédiatement pris le dessus. Ignorer l'émotion. Suivre les chiffres. J'ai filtré les transactions par virements électroniques. L'écran s'est rempli de dizaines d'entrées. Certaines petites, d'autres étonnamment grandes. Aucune ne me semblait familière. L'inspecteur Martin observait tranquillement. À quelle fréquence les vérifiez-vous? Mensuellement. Et vous n'avez jamais remarqué? Je vérifie les relevés, j'ai cliqué sur un autre onglet, mais ceci était caché parmi des remboursements professionnels de routine. J'ai ouvert les détails du bénéficiaire. Plusieurs comptes, différentes banques, différents noms. Le total grimpait à chaque calcul qui se faisait dans ma tête. 10 000, 20 000, 30 000. Près de 35 000 € envolés. Pas en une nuit. Sur près de 11 mois. Ma respiration est restée stable. Des années de comptabilité m'avaient bien entraîné. La panique plus tard. L'épreuve d'abord. Le brigadier chevalier avait l'air inquiet. Madame Dubois. Je pense que mon mari me vole. Aucun des deux officiers n'a interrompu. J'ai continué à ouvrir des dossiers, virement après virement. Certains mentionnaient des matériaux de construction, d'autres des honoraires de conseil. Plusieurs n'avaient aucune explication. L'inspecteur Martin a finalement parlé. Vous devriez contacter votre banque immédiatement. Je le ferai. Et probablement un avocat. J'en connais une. Son expression s'est adoucie. Pour ce que ça vaut, cela semble être bien plus qu'un simple désaccord conjugal. Je suis d'accord. L'inspecteur Martin a fermé son carnet. Je documente exactement ce que nous avons vu aujourd'hui. Le brigadier chevalier a ajouté à voix basse. Il ne semble y avoir aucun problème pénal concernant les serrures ou les cartes. Je ne pensais pas qu'il y en aurait. L'inspecteur Martin s'est levé. Si monsieur Fournier tente d'entrer de force dans cette maison, appelez-nous immédiatement. Je le ferai. Si quelqu'un vous menace, j'appellerai. Il a jeté un dernier regard autour de la pièce. Je suis désolé que votre matinée ait commencé de cette façon. J'ai souri poliment. Ma matinée a en fait commencé à 2h07. Pour la première fois, l'inspecteur Martin a presque souri en retour. Après leur départ, j'ai verrouillé la porte d'entrée. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que les habitudes comptent. La maison est redevenue silencieuse. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable,
j'ai sorti tous les dossiers financiers de l'année précédente. À midi, ma table de salle à manger avait disparu sous des piles de relevés, de documents fiscaux, de confirmations de virements et de résumés de cartes de crédit. Plus je cherchais, plus la situation empirait. Ce n'était pas une liaison impulsive. Cela avait été planifié, financé, soigneusement caché, et d'une manière ou d'une autre, j'avais équilibré les comptes de tout le monde tout en ne remarquant pas que quelqu'un réécrivait tranquillement ma propre vie. J'ai attrapé mon téléphone. Un nom m'est immédiatement venu à l'esprit. Maître Leclerc, la meilleure avocate en contentieux financier avec qui j'ai jamais travaillé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Maître Leclerc. C'est Amélie Dubois. Une brève pause. Amélie, vous avez une voix différente. J'ai besoin d'une avocate. Une autre pause. Puis sa voix est devenue purement professionnelle. Que s'est-il passé? J'ai fixé le dernier virement non autorisé qui brillait sur l'écran de mon ordinateur. Mon mari s'est enfui avec ma meilleure amie et je pense qu'il a peut-être commis une fraude. Il y a eu un silence complet. Puis Maître Leclerc a prononcé 6 mots qui ont tout changé. Ne touchez plus à un seul document. Maître Leclerc est arrivé chez moi juste après 15 heures cet après-midi-là, ne portant rien de plus qu'un porte-document en cuir et un bloc-notes. Elle n'a pas perdu de temps en sympathie. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'avais appelée elle et personne d'autre. Elle a posé son porte-document sur ma table de salle à manger, maintenant ensevelie sous les relevés bancaires, les reçus, les documents fiscaux et les notes manuscrites. Vous avez déjà fait la moitié de mon travail, dit-elle en regardant les piles. J'ai passé 20 ans à trouver des erreurs comptables. Elle m'a adressé un léger sourire. Alors aujourd'hui, trouvons quelque chose d'encore plus précieux. La vérité. Les preuves. Pendant les 3 heures qui ont suivi, nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons travaillé. Maître Leclerc a examiné chaque virement non autorisé pendant que je remontais la piste de chaque paiement dans mon logiciel de comptabilité. Chaque fois que nous trouvions quelque chose d'inhabituel, elle le marquait d'une languette jaune. Bientôt, la table ressemblait à une mer de papier jaune. Regardez ça, dit-elle finalement. Elle a fait glisser 3 relevés vers moi. Au début, ils semblaient sans rapport. Un paiement était allé à un complexe d'appartements de luxe en centre-ville. Un autre avait été viré à un concessionnaire de voitures de luxe. Le troisième était simplement libellé « Service de conseil ». Dates différentes, bénéficiaires différents, montants différents. Qu'ont-ils en commun, ai-je demandé. Maître Leclerc a retourné les pages. La banque réceptrice. J'ai fixé les pages pendant plusieurs secondes. Chaque paiement avait abouti sur un compte avec les mêmes 4 derniers chiffres. Donc, elle a hoché la tête. Ils alimentent tous le même compte. J'ai senti mon estomac se nouer. Vous pensez qu'Étienne a ouvert un autre compte? Je pense qu'Étienne en a ouvert un qu'il ne voulait jamais que vous voyiez. Nous avons demandé des détails supplémentaires sur les transactions par l'intermédiaire de ma banque. Comme j'étais la propriétaire du compte, ils ont accepté de fournir tout ce qui était lié au virement sortant. Pendant que nous attendions, Maître Leclerc a posé une autre question. Parlez-moi de Chloé. Le nom me semblait étrange maintenant, comme s'il appartenait à quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Vous lui faisiez confiance pour tout. Oui. Vous a-t-elle déjà emprunté de l'argent? Non. A-t-elle déjà eu des problèmes financiers? J'ai fait une pause. Pas avant il y a environ 1 an. Maître Leclerc a levé les yeux. Que s'est-il passé? Elle a perdu son emploi dans le marketing. Je me suis souvenu d'avoir réconforté Chloé autour d'un café. Elle avait pleuré. Elle craignait de perdre son appartement. Elle disait qu'elle ne pouvait plus dormir. J'avais cru chaque mot. C'est donc à ce moment-là qu'Étienne a commencé à l'aider, à demander Maître Leclerc. Je supposais qu'il était juste gentil. Maître Leclerc a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Où il planifiait déjà ça. La phrase est restée en suspens. Je voulais la rejeter immédiatement. Au lieu de cela, un autre souvenir a fait surface. Chloé conduisant soudainement un SUV plus récent. Des sacs à main de créateurs qu'elle disait en plaisantant avoir trouvé en solde. Des week-ends qu'elle pouvait étrangement se permettre malgré son chômage.
J'avais accepté chaque explication parce que je faisais confiance à la personne qui la donnait. La confiance, je l'ai réalisée, avait été mon angle mort. Mon téléphone a vibré. La banque. Le représentant a envoyé par email les relevés de virements détaillés tout en restant en ligne. J'ai ouvert le fichier. Maître Leclerc s'est mise à côté de moi. C'était là. Chaque virement sortant, chaque compte de destination, every code d'autorisation, et quelque chose qu'aucune de nous n'attendait. Maître Leclerc s'est penché plus près. Amélie. Je le vois. L'autorisation n'était pas la mienne. Le système montrait des signatures électroniques, mais l'adresse IP associée à chaque approbation provenait du bureau d'Étienne. Pas de notre maison, son bureau. J'ai cliqué sur un autre enregistrement. Même chose. Un autre. Même résultat. Maître Leclerc a lentement fermé l'ordinateur portable. Cela vient de devenir beaucoup plus sérieux. Vous pensez qu'il a falsifié mon autorisation? Je pense qu'il a intentionnellement créé l'apparence que vous approuviez des virements que vous n'avez jamais vus. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers les photos de famille toujours posées sur l'étagère. Une photo montrait Étienne et moi célébrant notre 20e anniversaire. Une autre incluait Chloé, debout entre nous, riant. Nous trois ressemblions à des gens qui se feraient toujours confiance. Les apparences, ai-je pensé, pouvaient survivre longtemps après que la vérité ait disparu. Maître Leclerc a rompu le silence. Il y a plus. Elle a ouvert l'un des documents justificatifs. Cet appartement en centre-ville. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas loué au nom d'Étienne. J'ai froncé les sourcils. Chloé. Maître Leclerc a hoché la tête. Le bail appartient à Vanessa Chloé Moreau. Ma poitrine s'est serrée. Donc, je payais son loyer. Il semble que oui. Nous avons continué à suivre l'argent. Magasin de meubles, paiement d'assurance, caution pour les services publics, même des livraisons de courses. Petit à petit, une seconde vie a émergé des documents. Pas une liaison spontanée, une évasion soigneusement financée, une qui avait été construite avec mon argent. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je n'arrêtais pas de penser que la liaison était la trahison. Maître Leclerc a croisé les mains. Ce n'était pas le cas. C'était la couverture. Elle a hoché la tête une fois. Exactement. Alors que le soir tombait, nous avons commandé à emporter. Aucune de nous n'y a touché avant qu'il ne soit froid. Plus nous en découvrions, moins j'avais faim. Vers 19 h, une autre notification est arrivée. Cette fois, de mon compte de messagerie. Une alerte de sécurité automatique. Quelqu'un avait tenté de se connecter à mon stockage en nuage depuis Marrakech. La tentative avait échoué parce que j'avais changé tous les mots de passe la veille. Maître Leclerc a regardé l'écran. Il cherche quelque chose. Mes fichiers financiers? Ou vos déclarations de revenus? Peut-être les deux. Je me suis soudain souvenu de quelque chose d'autre. Ma signature numérique. Maître Leclerc m'a regardé vivement. Qu'en est-il? Étienne a insisté pour que je la scanne il y a des années. Il a dit que ça faciliterait les formalités administratives quand je serais en voyage. Où était-elle stockée? J'ai montré un vieux disque dur externe posé dans le tiroir de mon bureau. Maître Leclerc n'a pas dit un mot. Elle l'a connecté à mon ordinateur portable. Des dossiers sont apparus. Impôts, assurance, photos, planification successorale. Puis un autre dossier. Affaires. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai jamais ouvert celui-là. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers PDF, des contrats, des demandes de prêts, des accords avec des fournisseurs. Beaucoup portaient ce qui ressemblait à ma signature électronique, sauf que je n'en avais jamais vu la plupart. Maître Leclerc a lu en silence pendant plusieurs minutes avant de parler. Amélie. Sa voix avait changé. Ce n'est plus seulement une dépense non autorisée. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est? Je crois que votre mari a utilisé votre signature sur des documents financiers sans votre consentement. La pièce est soudainement devenue très silencieuse. Dehors, la pluie a commencé à taper doucement contre les fenêtres de la cuisine. J'ai fermé les yeux un instant, non pas parce que je voulais m'échapper,
mais parce que j'avais besoin d'une respiration stable avant d'affronter ce qui allait suivre. Quand je les ai rouverts, Maître Leclerc était déjà en train d'organiser les preuves dans des dossiers séparés. Fraude, virement non autorisé, fausse autorisation, possible signature falsifiée. Elle m'a regardé avec la confiance calme de quelqu'un qui était entré dans des salles d'audience difficiles pendant 20 ans. À partir de maintenant, dit-elle, vous ne répondez pas aux appels d'Étienne. Je n'avais pas l'intention de le faire. Vous ne répondez pas non plus à Chloé. Je ne le ferai pas. Si l'un ou l'autre vient ici, j'appelle la police. Elle a hoché la tête. Et s'il s'excuse? Je me suis surprise à sourire. Ils sont les bienvenus pour s'excuser. Maître Leclerc a attendu. Mais ils le feront par l'intermédiaire de leurs avocats. Elle a souri pour la première fois de la journée. Bien. Elle a rangé les dossiers dans son porte-documents, laissant des copies soigneusement empilées sur ma table de salle à manger. Avant d'atteindre la porte d'entrée, elle s'est arrêtée. J'ai un conseil. J'écoute. Les gens qui pensent s'en être tirés à bon compte commettent presque toujours une dernière erreur. Quel genre d'erreur? Ils reviennent. Je les regardais s'éloigner sous la pluie. La maison était de nouveau silencieuse. Pour la première fois depuis que j'avais reçu le message d'Étienne de Marrakech, je ne me demandais pas s'il reviendrait. Je savais qu'il le ferait. Il n'avait simplement aucune idée que quand il le ferait, je n'attendrais pas avec des larmes. J'attendrais avec des preuves. La prédiction de Maître Leclerc a mis moins de 48 heures à se réaliser. Le samedi après-midi était inhabituellement chaud pour un début de printemps. Je taillais les rosiers le long de l'allée devant la maison quand un taxi a ralenti pour s'arrêter devant chez moi. J'ai reconnu Étienne avant même qu'il ne descende. La confiance qu'il affichait sur la photo de Marrakech avait disparu. Son polo était froissé. Sa barbe avait poussé de manière inégale, et les lunettes de soleil coûteuses qu'il avait fièrement portées sur la plage étaient introuvables. Chloé est sortie après lui. Elle portait 2 valises surdimensionnées et un sac à main de créateur que j'avais payé sans le savoir. Même à 10 mètres de distance, je pouvais voir la tension entre eux. Ils ne se parlaient pas. Tant pis pour le paradis. J'ai tranquillement posé le sécateur sur le porche et je suis rentré avant que l'un d'eux n'atteigne les marches de l'entrée. 3 coups fermes ont résonné dans la maison. Puis la voix d'Étienne. Amélie. Je n'ai pas répondu. Un autre coup. Amélie, je sais que tu es à la maison. C'est seulement alors que j'ai déverrouillé la porte, en gardant le loquet de sécurité en place. Étienne a forcé un sourire. Te voilà. Je l'ai regardé calmement. De quoi as-tu besoin? Son sourire a disparu. Mes cartes ne fonctionnent pas. Je sais. On a essayé de te joindre. Je sais. Tu as changé les serrures. Oui. Chloé s'est avancée. Tu as fait passer ton message. Je l'ai regardé pour la première fois depuis Marrakech. Non, Chloé. Je ne l'ai pas fait. Elle a croisé les bras. On veut juste entrer et parler. Vous m'avez dit que vous ne reviendriez jamais. Étienne a soupiré de façon dramatique. On a dit beaucoup de choses. Non, les jeux corrigés. Tu as texté exactement 3 phrases. Il s'est frotté la nuque. On ne peut pas faire ça dehors? Non. Le silence s'est étiré assez longtemps pour qu'une voisine de l'autre côté de la rue nous regarde en allant chercher son courrier. Étienne a baissé la voix. L'hôtel a bloqué notre réservation. Je suis désolé de l'apprendre. Nos comptes ne fonctionnent pas. Je sais. On vit avec nos valises depuis 2 jours. Je sais. Sa patience a craqué. Amélie, arrête de dire je sais. Je sais parce que j'ai annulé les cartes. Chloé a fait un autre pas. Tu n'avais pas le droit. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'en avais parfaitement le droit. Elle a ri sarcastiquement. Tout ce qu'Étienne a vous appartient à tous les deux. En fait, j'ai légèrement penché la tête. La banque n'est pas d'accord. La mâchoire d'Étienne s'est crispée. Nous sommes mariés. Nous le sommes. Donc la moitié de tout est à moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors ton avocat n'aura aucun mal à le prouver. Pendant un instant, aucun d'eux n'a parlé.
Chloé a finalement rompu le silence. On a juste besoin d'assez d'argent pour se remettre sur pied. J'ai failli rire. Mes économies de retraite n'étaient pas destinées à financer votre lune de miel. Ce n'était pas une lune de miel. Non, tu ne comprends pas. Je comprends exactement ce que tu m'as dit. J'ai pris une grande enveloppe Kraft dans le meuble de l'entrée que Maître Leclerc avait préparé la veille. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Étienne. Je l'ai glissée par l'ouverture étroite de la porte. Il l'a ouverte. Son visage a lentement perdu ses couleurs. Requête en divorce. Demande de mesures conservatoires financières. Ordonnance de référé pour la préservation des biens. Maître Leclerc avait agi vite. Très vite. Tu as déjà déposé la demande ? Oui. Tu ne m'as même pas parlé. Tu as annoncé la fin de notre mariage depuis une plage. Chloé a regardé par-dessus l'épaule d'Étienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dégluti difficilement. Ça veut dire. Il a arrêté de lire. Ça veut dire qu'elle gèle tout. J'ai hoché la tête. Chaque compte qui m'est lié. Ses yeux se sont écarquillés. Mon entreprise continuera d'utiliser les comptes légalement enregistrés au nom de ton entreprise. Il m'a fixé. Tu savais ? Je sais beaucoup plus de choses maintenant qu'il y a 3 jours. Une lueur de panique a traversé son visage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Maître Leclerc a été très occupé. Chloé a soudain paru nerveuse. Qui est Maître Leclerc ? Mon avocate. Étienne a fait un pas rapide vers la porte. Tu as engagé une avocate ? J'ai engagé la bonne avocate. Sa respiration a changé. Ce n'était plus de la colère. C'était de la peur. Il a réalisé que ce n'était pas une dispute émotionnelle. Ça devenait une affaire juridique. Chloé lui a attrapé le bras. Allons juste chercher nos affaires. J'ai fait un signe de tête vers le garage. Elles sont déjà emballées. Tous les deux se sont retournés. Les cartons étaient soigneusement empilés sous l'allée couverte. Chaque chemise, chaque paire de chaussures, chaque veste, chaque gadget de cuisine qu'ils avaient acheté ensemble. Rien d'endommagé, rien de jeté. Simplement emballé avec le même soin que j'utilisais autrefois pour emballer les cadeaux de Noël. Chloé a froncé les sourcils. Tu as emballé tout ça ? J'avais le temps. Étienne s'est dirigé lentement vers les cartons. Il en a pris un intitulé « Bureau », un autre « Vêtements d'hiver », un troisième disait « Photos de famille ». Il l'a ouvert. Les photos encadrées étaient individuellement emballées dans du papier journal. Il s'est retourné vers moi. Tu as laissé les photos. Elles font aussi partie de tes souvenirs. Pour la première fois depuis son arrivée, une pointe de culpabilité est brièvement apparue sur son visage. Elle a disparu presque immédiatement. Amélie. Sa voix s'est adoucie. On a fait une erreur. Je n'ai rien dit. On peut arranger ça. Non. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu n'avais pas prévu de te faire prendre. Ses épaules se sont affaissées. Chloé avait l'air irritée. Étienne. Il l'a ignoré. Je vais mettre fin à tout ça. Je l'ai étudié attentivement. Avec Chloé ? Oui. La tête de Chloé s'est tournée brusquement vers lui. Quoi ? Il ne l'a pas regardé. Je vais rentrer à la maison. Les mots sont restés en suspens. Non pas parce qu'ils étaient convaincants. Mais parce qu'ils arrivaient bien trop tard. J'ai secoué la tête lentement. Tu n'es pas parti parce que tu étais confus. Tu es parti parce que tu croyais que je serais toujours là. Il a rouvert la bouche. Avant qu'un autre mot ne puisse en sortir, 2 voitures de patrouille ont tourné dans ma rue. Les gyrophares bleus clignotaient en silence. Chloé s'est raidie. Étienne. Je sais. L'inspecteur Martin est sorti du premier véhicule. Le brigadier Chevalier l'a suivi. Ils m'ont tous les deux reconnu immédiatement. L'inspecteur Martin s'est approché calmement. Bonjour, Madame Dubois. Bonjour. Il a regardé vers Étienne. Monsieur Fournier. Étienne a forcé un sourire. Je ne causais pas de problème.
L'inspecteur Martin est resté sans expression. Nous avons reçu un signalement selon lequel quelqu'un tentait d'entrer dans une résidence après avoir été sommé de ne pas le faire. Je ne forçais pas l'entrée. Non. L'officier a hoché la tête. Mais on vous a demandé de partir. Étienne m'a regardé. Tu les as appelés? Oui. Le brigadier Chevalier s'est placé à côté des cartons empilés. On dirait que vos affaires ont déjà été préparées. Chloé a murmuré quelque chose à voix basse. L'inspecteur Martin a continué, Monsieur Fournier, à moins que Madame Dubois ne vous invite à entrer, vous devez rester hors de la propriété. Nous sommes toujours mariés. L'inspecteur Martin a hoché la tête. Et cette propriété est actuellement titrée uniquement au nom de Madame Dubois. Étienne a écarquillé les yeux. Comment savez-vous ça? Nous avons déjà examiné les documents. Son visage est devenu complètement pâle. La confiance qu'il avait affichée à Marrakech a finalement disparu. Chloé nous regardait tour à tour. C'est incroyable. Non, ai-je dit doucement. C'est de l'administratif. L'inspecteur Martin a attendu qu'Étienne charge le dernier carton dans le taxi avant de fermer le coffre. Étienne s'est retourné vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini. J'ai croisé son regard sans élever la voix. Je sais. Mais la prochaine fois, j'ai jeté un bref regard vers l'inspecteur Martin, amène ton avocat. Le taxi est parti sans un mot de plus. Je suis resté sur mon porche jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. L'inspecteur Martin s'est approché avant de retourner à sa voiture. Tout va bien? Pour la première fois depuis des jours, j'ai pris une lente inspiration. Je pense que ça ira. Il a hoché la tête. J'ai le sentiment que nous nous reverrons. Moi aussi. Alors que les voitures de patrouille s'éloignaient, mon téléphone a vibré. Un nouvel email de Maître Leclerc. L'objet ne contenait que 5 mots. Ils ont officiellement répondu. Date d'audience fixée. J'ai ouvert la pièce jointe. 4 semaines. Dans exactement 4 semaines, tout ce qu'Étienne avait essayé de cacher deviendrait public. Le palais de justice ressemblait exactement à ce dont je me souvenais des années auparavant, lorsque j'avais témoigné dans un litige commercial de routine pour le compte de mon entreprise. Pierre grise, détecteur de métaux, conversation à voix basse, des gens prétendant ne pas être nerveux. Cette fois, je n'étais pas là en tant que comptable examinant les erreurs de quelqu'un d'autre. J'étais là parce que mon mari avait passé près d'1 an à me voler tout en convainquant le monde qu'il était la victime. Maître Leclerc m'a retrouvé devant la salle d'audience, portant 2 classeurs de procès organisés. Chaque document avait des onglets de couleur. Vous avez l'air calme, dit-elle. Je le suis. Bien. Elle m'a tendu une bouteille d'eau. Ne donnez pas d'informations spontanément. Répondez seulement à ce qu'on vous demande. Laissez les documents parler. C'était devenu notre stratégie. Les faits plutôt que l'émotion, les preuves plutôt que l'indignation. En entrant dans la salle d'audience, Étienne était déjà assis à côté de son avocat. Il portait un costume bleu marine que je lui avais acheté pour notre 20e anniversaire. Chloé était assise une rangée derrière lui. Elle évitait de me regarder. Pour la première fois depuis Marrakech, elle avait l'air épuisée. Des cernes sombres encadraient ses yeux. Quelle que soit la fantaisie qu'ils avaient imaginée, elle s'était clairement effondrée bien avant aujourd'hui. Étienne avait l'air confiant. Trop confiant. Son avocat, Maître Ellison, s'est levé et a salué Maître Leclerc d'une poignée de main polie. Bonjour. Bonjour, Marc. J'entends dire que vous avez monté un dossier solide. Maître Leclerc a souri légèrement. J'ai simplement organisé la vérité. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. La juge Éléonore Whitmore est entrée, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et à l'expression qui décourageait les discours inutiles. Tout le monde s'est levé, puis nous nous sommes assis. Maître Ellison a parlé le premier. Votre honneur, cette affaire concerne fondamentalement un mariage qui s'est mal terminé. Mon client a pris de mauvaises décisions personnelles, mais Madame Dubois a réagi en le détruisant financièrement. Elle a gelé les actifs, refusé l'accès aux ressources conjugales et a agi par vengeance plutôt que par nécessité. Il parlait avec aisance, avec assurance. Si je n'avais pas vécu le mois passé, je l'aurais peut-être cru. Quand il a terminé,
la juge s'est tournée vers Maître Leclerc. Maître Leclerc. Maître Leclerc s'est levé. Cette affaire ne concerne pas un mariage brisé. Elle a fait une pause délibérée. Elle concerne une tromperie financière. Elle a placé le premier classeur devant la juge. Ma cliente n'a pas soustrait d'actifs à Monsieur Fournier. Elle a ouvert le classeur. Elle a protégé des actifs qui lui appartenaient légalement après avoir découvert qu'ils avaient été utilisés à son insu. La juge Whitmore a hoché la tête. Poursuivez. Maître Leclerc a projeté la première pièce à conviction sur l'écran de la salle d'audience. La photo de Marrakech. Puis le texto d'Étienne. Je me suis enfui avec ta meilleure amie. Nous ne reviendrons jamais. Personne n'a parlé. Maître Leclerc a cliqué à nouveau. Les relevés de cartes de crédit sont apparus. Frais d'hôtel, restaurant, shopping de luxe, excursions privées. Chaque charge surlignée. Chacune liée à mon compte. Elle n'a rien dramatisé. Elle a simplement lu des dates et des montants. Le silence est devenu plus lourd à chaque diapositive. Puis sont venus les virements bancaires, l'un après l'autre. Paiement de loyer d'appartement, acompte sur véhicule, prime d'assurance, achat de meubles. Chloé a lentement baissé la tête. Maître Leclerc a continué, ces virements provenaient de comptes détenus uniquement par Madame Dubois. Elle a affiché les journaux d'autorisation. Les approbations semblent porter la signature électronique de Madame Dubois. Un autre clic. Adresse IP. Chaque autorisation provenait du bureau d'Étienne. Pas de ma maison, pas de mon lieu de travail, son bureau. La juge Whitmore s'est penchée en avant. Maître Ellison. L'avocat a ajusté ses lunettes. Mon client reconnaît avoir effectué des virements. Maître Leclerc a interrompu doucement. Avec permission? Ellison a hésité. Nous maintenons qu'il y avait un consentement conjugal implicite. Maître Leclerc s'est dirigé vers la table des preuves. J'aimerais appeler Monsieur Fournier à la barre. Étienne a pris place à la barre des témoins. Il avait l'air calme. Maître Leclerc s'est approché lentement. Monsieur Fournier, votre femme était-elle au courant de l'appartement loué au nom de mademoiselle Chloé Moreau? Non. Vous a-t-elle autorisé à payer ce loyer? Non. Savait-elle que vous utilisiez son compte pour le faire? Non. La salle d'audience est restée silencieuse. Maître Leclerc n'a pas élevé la voix. Aviez-vous une relation avec mademoiselle Moreau à ce moment-là? Étienne a dégluti. Oui. Et vous avez utilisé l'argent de votre femme pour soutenir cette relation? Il a hésité. Oui. Un murmure discret s'est propagé dans la galerie. Maître Leclerc a attendu que la salle se calme. Monsieur Fournier, votre femme a-t-elle jamais autorisé ces virements par écrit? Non. Verbalement? Non. Avez-vous dit à la banque qu'elle les avait approuvés? Il a regardé son avocat. La juge Whitmore a répondu pour lui. Vous répondrez à la question. Oui. Maître Leclerc a hoché la tête une fois. Pas d'autres questions. La juge s'est tournée vers Maître Ellison. Réinterrogatoire. Il s'est levé mais avait l'air nettement moins certain. Pas de questions. Chloé a été appelée ensuite. Elle s'est dirigée vers la barre sans me regarder. Maître Leclerc a parlé gentiment. Mademoiselle Moreau, saviez-vous d'où venait l'argent? Les doigts de Chloé se sont crispés sur la coudoir. Au début, elle s'est arrêtée. Au début, Étienne disait qu'il partageait tout. Et plus tard? J'ai découvert que c'était celui d'Amélie. Elle a fermé brièvement les yeux. Environ 3 mois avant Marrakech. Maître Leclerc a fait une pause. Pourtant, vous avez continué à accepter les paiements. Chloé a murmuré. Oui. Étienne s'est tourné brusquement vers elle. Tu avais dit qu'on ne parlait pas de ça. La juge Whitmore est intervenue immédiatement. Monsieur Fournier, vous resterez silencieux. Chloé a continué. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il allait le dire à Amélie, et il n'arrêtait pas de dire qu'il en resterait assez pour qu'elle ne le remarque jamais. Pour la première fois ce matin-là, Étienne avait l'air vraiment effrayé. Maître Leclerc a affiché une dernière pièce à conviction, le dossier de mai récupéré.
À l'intérieur se trouvaient des contrats contenant ma signature électronique. Maître Leclerc s'est adressé à la juge. Une experte en analyse de documents a examiné ces fichiers. Elle a remis le rapport. La signature électronique a été copiée d'un document fiscal précédemment autorisé et réutilisé à l'insu de Madame Dubois. La juge Whitmore a passé plusieurs minutes à lire. Personne n'a parlé. Le seul bruit dans la salle d'audience provenait des papiers que l'on tournait. Finalement, elle a regardé directement Étienne. Monsieur Fournier. Il s'est levé lentement. Ce tribunal a été initialement saisi pour régler un litige sur les biens matrimoniaux. Elle a posé le rapport sur le banc. Ce que je vois maintenant, ce sont des preuves suggérant une possible fraude financière et une utilisation non autorisée de l'identité d'une autre personne. La salle est devenue parfaitement immobile. La juge Whitmore a continué, les questions civiles devant ce tribunal sont simples. Elle a regardé vers moi. La résidence reste la propriété exclusive de Madame Dubois. Elle s'est tournée vers Étienne. Les comptes litigieux appartiennent à Madame Dubois. Une autre pause. Les virements non autorisés semblent incontestés. Elle a signé plusieurs pages. Le tribunal ordonne le remboursement immédiat des fonds matrimoniaux récupérables, confirme les mesures conservatoires financières et accorde à Madame Dubois la jouissance exclusive de la résidence en attendant la dissolution finale du mariage. Les épaules d'Étienne sont tombées, mais la juge n'avait pas terminé. Elle a de nouveau soulevé le rapport d'expertise. Ce tribunal transmet ses conclusions supplémentaires aux autorités d'enquête compétentes. Maître Ellison a fermé brièvement les yeux. Il savait exactement ce que cela signifiait. Maître Leclerc m'a doucement serré le bras sous la table du conseil, non pas pour célébrer, mais pour rassurer. Alors que l'audience se terminait, Étienne m'a finalement regardé. Pendant des semaines, j'avais imaginé ce moment. Je m'attendais à de la colère, peut-être des regrets. Au lieu de cela, j'ai vu de la confusion, comme s'il ne pouvait vraiment pas comprendre comment tout s'était effondré si complètement. La réponse n'avait jamais été compliquée. Ce n'était pas Marrakech. Ce n'était pas Chloé. Ce n'était même pas la liaison. C'était le moment où il s'est convaincu que la vérité resterait enfouie pour toujours. Alors que l'huissier annonçait la fin de l'audience, Maître Leclerc a rassemblé nos classeurs. Devant la salle d'audience, elle s'est autorisée un petit sourire. Le plus dur est passé. J'ai regardé à travers les portes de la salle d'audience alors qu'Étienne restait assis à côté de son avocat. Non, ai-je dit doucement. Pour lui, ça ne fait que commencer. 3 mois après l'audience, la maison semblait plus silencieuse que jamais. Pas vide. Silencieuse. Il y a une différence. Le vide, c'est ce que j'ai ressenti les premiers jours après le départ d'Étienne, quand je m'attendais encore à entendre ses clés tomber dans le bol près de la porte d'entrée ou le rire de Chloé venant de la cuisine comme si elle y avait encore sa place. Le silence est venu plus tard, après que le choc se soit estompé et que la pièce ait cessé d'attendre des gens qui ne méritaient plus d'y entrer. En juin, j'avais changé plus que les serrures. J'ai changé les rideaux de la chambre. J'ai donné le fauteuil inclinable surdimensionné qu'Étienne avait revendiqué comme son trône dans le salon. J'ai décroché chaque photo qui me faisait sentir idiote d'avoir fait confiance à ceux qui se tenaient à côté de moi. Puis, lentement, j'en ai mis de nouvelles. Une photo de ma sœur et moi au lac Léman, toutes les deux décoiffées et riant. Une aquarelle encadrée d'une foire d'art locale. Une photo de ma mère me tenant dans ses bras quand j'avais 5 ans. Rien de dramatique, rien de cher, juste la preuve que ma vie avait existé avant Étienne Fournier et qu'elle continuerait après lui. Le divorce a été finalisé un mardi après-midi dans une petite salle de conférence qui sentait légèrement le café et le tonneur d'imprimante. Étienne était assis en face de moi avec son avocat, plus mince que dans mon souvenir, son costume tombant différemment sur ses épaules. Chloé n'était pas là. Elle l'avait quitté quelque temps après que le renvoi pour fraude soit devenu une réalité. Selon Maître Leclerc, elle coopérait avec les enquêteurs en échange de sa propre protection. Je n'ai pas demandé de détails. Il y a des choses que l'on cesse de vouloir savoir parce que les savoirs ne vous apportera pas la paix. L'accord final était simple. La maison restait mienne. Mes comptes de retraite restaient miens. Étienne a été condamné à rembourser une part substantielle de ce qu'il avait pris par la vente d'actifs de son entreprise et des paiements échelonnés surveillés par le tribunal. Son entreprise de construction, déjà instable, s'est effondrée sous le poids des créances des fournisseurs impayés et de l'enquête.
Je n'ai pas souri quand Maître Leclerc me l'a expliqué. Je n'ai pas célébré quand la juge a signé le jugement final. J'ai simplement respiré. Pendant 23 ans, j'avais pensé que le mariage signifiait porter les choses lourdes ensemble. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'Étienne m'avait lentement refilé tous les fardeaux en appelant ça un partenariat. Après la signature des papiers, il m'a suivi dans le couloir du palais de justice. Amélie. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné immédiatement. Maître Leclerc est resté à mes côtés. Étienne l'a regardé. Puis-je parler à ma femme seule ? Ex-femme, a corrigé Maître Leclerc. Le mot a atterri nettement. Ex-femme. Pas femme, pas partenaire. Pas la femme qui attendait à la maison pendant qu'il se construisait une seconde vie avec son argent. Je lui ai enfin fait face. Tu peux parler ici. Sa bouche s'est crispée, mais il a hoché la tête. Je sais que tu me détestes. Non. Cela l'a surpris. Peut-être que ça m'a surprise aussi. La haine exigeait une sorte de proximité que je ne ressentais plus. Il a baissé les yeux sur ses mains. J'ai tout gâché. Oui. J'ai été stupide. Non, j'ai gardé ma voix calme. Être stupide, c'est oublier un anniversaire. Être stupide, c'est acheter la mauvaise couleur de peinture. Ce que tu as fait était délibéré. Il a tressailli. Pendant un instant, l'homme en face de moi ressemblait moins à un méchant qu'à quelqu'un qui était enfin arrivé au bout de ses propres excuses. Je ne sais pas comment je suis devenu cette personne, a-t-il dit. Je l'ai cru. Non pas parce qu'il était innocent. Mais parce que certaines personnes détruisent leur vie une petite justification à la fois et ne se reconnaissent que lorsque les dégâts sont trop importants pour être cachés. J'espère que tu trouveras, ai-je dit. Il a levé les yeux. Penses-tu que tu me pardonneras un jour ? J'ai pensé au message de Marrakech, au collier de Chloé, aux virements bancaires, aux signatures falsifiées, à la police sur mon Porsche, à la salle d'audience. Puis j'ai pensé à la maison silencieuse qui m'attendait avec la lumière du soleil tombant à travers les nouveaux rideaux que j'avais choisis moi-même. J'ai déjà cessé de te laisser vivre dans ma tête, ai-je dit. C'est tout ce que je peux offrir. Ses yeux se sont embués. Je ne suis pas resté pour voir les larmes couler. Dehors, l'après-midi était chaud et lumineux. Maître Leclerc m'a accompagné jusqu'à ma voiture sans parler. Juste avant que j'ouvre la portière, elle m'a remis la copie finale signée du jugement. Vous êtes libre, dit-elle. J'ai regardé les papiers, puis les marches du palais de justice, puis le ciel. Non, ai-je dit doucement. Je suis en sécurité. Cet été-là, j'ai appris combien de choses ordinaires peuvent sembler extraordinaires quand personne ne vous prend des morceaux en secret. J'ai acheté des pêches au marché des producteurs sans vérifier si Étienne avait fait un autre retrait inexpliqué. J'ai dormi toute la nuit sans me réveiller pour vérifier les alertes bancaires. J'ai invité ma sœur Claire à dîner et j'ai cuisiné du saumon comme Étienne avait toujours prétendu le détester. Nous l'avons mangé sur la terrasse avec du vin blanc bon marché et les pieds nus posés sur la chaise d'en face. Tu as l'air différente, a dit Claire. Je suis différente. Mieux. J'ai regardé un rouge-gorge sautiller le long de la clôture. Plus honnête. C'était la réponse la plus vraie que j'avais. J'ai rejoint un programme de littératie financière le week-end pour les femmes qui se reconstruisent après un divorce. Au début, je me suis porté volontaire uniquement parce que Maître Leclerc avait suggéré que cela pourrait aider quelqu'un. Puis, un samedi matin, une femme de mon âge est restée après le cours avec un dossier serré contre sa poitrine. Mon mari s'occupe de tout, a-t-elle murmuré. Je connaissais ce murmure. Je connaissais la honte qu'il contenait. J'ai tiré une chaise et je me suis assise avec elle pendant près d'1 heure. Nous n'avons pas réglé toute sa vie ce jour-là, mais nous avons ouvert son premier relevé bancaire ensemble. Parfois, la liberté commence avec un mot de passe que vous seul connaissez. En août, une enveloppe du tribunal est arrivée, confirmant que le premier remboursement d'Étienne avait été traité. Le montant était inférieur à ce qu'il devait, mais il était réel. J'ai posé le chèque sur mon bureau et je l'ai regardé longuement. Puis je l'ai déposé sur un nouveau compte intitulé « Fonds pour le jardin ». En septembre, le jardin avait complètement changé. Des bacs surélevés, de la lavande, des tomates, un petit chemin de pierre menant à un banc en bois sous l'érable. J'ai engagé un menuisier local pour construire le banc,
et quand il m'a demandé quelle inscription je voulais graver au dos, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours. Finalement, j'ai choisi 5 mots. Elle s'est choisie et est restée. La première fois que je me suis assise là, seule, j'ai pleuré. Pas bruyamment, pas douloureusement, juste assez pour honorer la femme qui avait répondu à un message cruel par 2 mots calmes, puis avait sauvé sa propre vie, une décision à la fois. Tard un soir, alors que l'air se rafraîchissait et que les premières feuilles commençaient à tourner, mon téléphone a vibré sur la table du patio. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai ouvert le message. C'était Étienne. On peut parler? Pas d'excuses, pas d'explications, juste une autre demande. Une autre porte qu'il s'attendait à ce que j'ouvre parce que j'en avais ouvert tant d'autres auparavant. J'ai fixé l'écran. Un long moment, je me suis souvenu d'avoir 22 ans et de croire que l'amour signifiait ne jamais abandonner. Puis j'ai pensé à avoir 45 ans et à comprendre quelque chose de bien plus important. L'amour sans respect devient une dette que vous payez pour toujours. J'ai supprimé le message. Puis j'ai bloqué le numéro. Le ciel au-dessus de mon jardin s'était adouci en un bleu profond. Quelque part à proximité, le vent passait à travers les feuilles de l'érable. Ma maison brillait derrière moi, chaude et stable. Chaque serrure changeait, chaque pièce réappropriée. Étienne avait pensé qu'il me laissait avec rien. Il n'a jamais compris que ce qu'il a emporté avec lui était la vie que je ne voulais plus. Et ce qu'il a laissé derrière lui était à moi. Ma maison. Mon argent. Ma paix. Mon nom.